Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 23 juillet 2025, bonjour et bienvenue. Ciel nuagé sur Bamako où 31 degrés sont attendus comme température maximale. Au cours de la journée, le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 25 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, remise officielle hier au chef de l'État au CICV du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation. Le document qui a été rédigé par une cinquantaine d'experts pendant une année environ a privilégié l'approche inclusive. Il comporte 106 articles, 16 titres et 39 chapitres et repose sur des principes fondamentaux comme la démocratie, l'état de droit, l'égalité des citoyens et la bonne gouvernance entre autres. C'est un document de référence destiné à assurer l'émergence d'un Mali nouveau, solidaire, juste et équitable, avec un pays qui devrait se porter mieux sur les plans politiques, économiques, social, culturel et environnemental. Il doit recevoir le quitus du Conseil national de transition avant d'être promulgué par le président de la transition. Le point de la cérémonie de remise de cet important document dès le début de cette édition. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 23 juillet 2025, lancement officiel hier des plateformes digitales et de l'émission Télé Gouv Action du Centre d'information gouvernementale Sigma. Ces outils de communication sont destinés à doter le Sigma d'une identité visuelle et à faire connaître davantage les actions phares du gouvernement. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Et puis la chronique de l'environnement. Dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly poursuit son dossier sur la pollution plastique. Aujourd'hui, il nous parle des alternatives écologiques qui émergent ça et là, portées par des usines locales de transformation. Enfin, en sport, on parlera de la CAN féminine Maroc 2025 avec l'affiche de la finale qui est connue depuis hier. Elle oppose le Nigeria au pays hôte, le Maroc. Et puis au plan national, nous dirons un mot du championnat de montée en Ligue 1 professionnelle. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Ali Djumatina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation a été officiellement remis hier au chef de l'État au cours d'une cérémonie solennelle au CICV. Le document qui a été rédigé par une cinquantaine d'experts pendant une année environ a privilégié l'approche inclusive. Il comporte 106 articles, 16 titres et 39 chapitres et repose sur des principes fondamentaux comme la démocratie, l'état de droit, l'égalité des citoyens et la bonne gouvernance, entre autres. C'est un document de référence destiné à assurer l'émergence d'un Mali nouveau, solidaire, juste et équitable, avec un pays qui devrait se porter mieux sur les plans politiques, économiques, social, culturel et environnemental. Je vous propose d'écouter Ousmane Issifou Maïga, président de la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation, des propos recueillis par nos équipes de reportage. L'exercice auquel vous nous avez conviés s'est avéré être une action d'introspection et d'immersion dans les labyrinthes de notre histoire et les dédales de notre culture, qui nous a également permis, dans un élan prospectif, de nous projeter dans l'avenir pour le bonheur des générations futures. Ce faisant, nous avons découvert les limites de nos expertises face à la densité du savoir local et à l'étendue de la sagesse de notre peuple. L'approche inclusive et participative que vous nous aviez conseillée a permis d'appréhender la richesse de l'histoire et de la culture des Maliens et surtout leur attachement viscéral à leur nation et à leur origine. Ce lien ombilical est exprimé dans la première phrase du préambule de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale qui annonce la fierté du peuple malien d'être l'héritier d'une histoire et d'une culture millénaire, socle de la nation malienne. Un précieux outil de gouvernance globale
qui reflète une vision, des objectifs, des principes, des valeurs et des engagements forts. La vision du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est celle d'une nation souveraine, réconciliée, tolérante et en paix, dans un État refondé, reposant sur une gouvernance démocratique, juste et équitable. Elle met en exergue certaines valeurs partagées de la nation, les alliances et la parenté à plaisanterie, l'autorité des parents, la conscience professionnelle, le dialogue, la dignité, l'honneur, l'hospitalité, l'humanitude, l'humilité, la loyauté, le multilinguisme, le pardon, le patriotisme, le respect des aînés, la solidarité, la tolérance, le travail et la vertu. En vous le remettant, c'est avec un grand plaisir que je procède maintenant à la remise officielle du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Ousmane Issoufou Maïga, à l'instant, président de la commission de rédaction du projet de Charte nationale pour la paix et la réconciliation, des propos recueillis par nos équipes de reportage au CICB. Pour le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui venait de recevoir le document, l'heure est venue de penser les plaies et d'envisager l'avenir sous de meilleurs auspices. Le chef de l'État a ensuite salué la résilience et l'esprit de responsabilité des Maliens, avant de rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur contribution de qualité au retour de la souveraineté de notre pays. Le projet de charte pour la paix et la réconciliation doit recevoir le quitus du Conseil national de transition avant d'être promulgué par le président de la transition. Je vous propose d'écouter le chef de l'État au micro de nos équipes de reportage. Après tant de soubresauts, d'incertitudes et de ressentiments à la suite ou à l'occasion de situations de crise ou de conflits, l'heure est venue de penser les plaies, d'écouter les voix longtemps tues et d'envisager l'avenir sous de meilleurs auspices. Le sacrifice consenti par les fils et les filles du Mali pour cette paix est un legs précieux qui fonde notre volonté d'aller vers une nation réconciliée et résolument tournée vers le développement. La grande conscience de notre histoire multiséculaire et la sagesse collective que les Maliennes et les Maliens ont sans cesse démontré demeurent des atouts pour relever ces défis majeurs pour la nation. À ce tournant décisif de notre histoire, nous devons tous, dans la résilience et dans la conviction d'un lendemain meilleur, joindre nos efforts pour que le Mali continue d'être, de se développer et de durer. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont certes multiples, mais il nous appartient cependant de les transformer en opportunités afin de réduire à leur simple expression les pronostics les plus défavorables contre la marche souveraine du Mali. Victime de manœuvres géopolitiques habilement orchestrées, notre État avait été affaibli à dessein et son intégrité territoriale sérieusement ébranlée par des velléités séparatistes sur fond de terrorisme suscité et activement soutenu par des sponsors étrangers. Aussi, la fragilisation continue de l'État ne visait autre finalité dans les pays que l'instauration d'une situation de violence inédite, tout en provoquant de profondes fractures dans les liens intra- et intercommunautaires, voire à l'échelle nationale. Notre État a été victime de manœuvres géopolitiques, de pressions exogènes et de stratégies visant à diluer sa souveraineté. Ces menaces, habilement orchestrées, ont ébranlé notre cohésion, instrumentalisé les différences communautaires et affaibli notre intégrité territoriale. Fort heureusement, le discernement, la résilience et l'esprit de responsabilité du peuple malien ont permis de contrer ces tentatives et de préserver l'essentiel. En démontrant ainsi son attachement à ses origines profondes comme bouclier et en développant la pleine conscience de son unité,
le peuple malien entend désormais s'illustrer dans la résolution de ces crises et conflits à travers des mécanismes endogènes. Les forces de défense et de sécurité, dans leur mission régalienne, ont contribué à stabiliser la situation et à ramener progressivement la quiétude dans de nombreuses localités du pays. Le recouvrement de l'intégrité du territoire a également constitué un facteur déterminant pour le retour de la paix et l'amorce du processus de réconciliation nationale dont nous célébrons aujourd'hui le dénouement d'une étape cruciale. Bien entendu, il s'agit de la rédaction du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, un document d'une haute valeur républicaine qui, j'en suis convaincu, restaurera la souveraineté du Mali sur ses initiatives de résolution des crises ou des conflits. C'est d'autant impérieux que le processus de dialogue entamé par notre pays sous l'égide d'acteurs extérieurs avait été hypothéqué pour servir d'autres intérêts. Un tel processus excentré n'offrait en réalité aucune perspective de paix durable entre les Maliens, bien au contraire. En conséquence, le peuple malien n'avait d'autre choix que de s'approprier cet important mécanisme afin de mettre en place une architecture de paix juste et durable dans notre pays. En initiant le dialogue intermalien, nous avons contribué à créer les conditions d'un dialogue franc et sincère entre les Maliennes et les Maliens à l'abri de toute ingérence extérieure. Loin de tout esprit de confrontation ou même d'accusation mutuelle, il s'agissait dans l'humilité et dans la franchise de se dédier à la recherche d'une paix durable. L'une des résolutions de ce grand forum était relative à l'élaboration d'une charte pour permettre aux Maliens de jeter les bases solides de la paix, de la réconciliation, de la cohésion sociale et de vivre ensemble. C'est en application de cette volonté du peuple que j'ai décidé de créer une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Voilà le président de la transition à l'instant, le général d'armée Assimi Goïta, lors de la cérémonie de remise officielle du projet de charte pour la paix et la réconciliation. C'était hier au CICB, des propos recueillis par nos équipes de reportage. Sur un autre registre à présent, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Ablaye Maïga, a présidé hier à la primature la cérémonie de lancement officiel des plateformes digitales et de l'émission Télégouv Action du Sigma. Ces outils de communication développés grâce à l'AGETIC sont constitués d'un logo qui devait permettre au Centre d'information gouvernementale Sigma d'être désormais reconnu. Les plateformes digitales et une émission télé sont destinées à faire connaître les actions phares menées par le gouvernement. En lançant ces différentes plateformes, le Premier ministre a reconnu et salué le travail effectué par la direction du Sigma en si peu de temps avant d'inviter les membres du gouvernement à considérer le Sigma comme leur outil de communication. Le point avec Mamari Koné et Ali Outouri. Une identité visuelle des plateformes digitales et une nouvelle émission bimensuelle intitulée Gouv Action. Quelques mois après la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante, le Centre d'information gouvernementale du Mali Sigma fait un grand pas dans l'accomplissement de sa mission, à savoir coordonner, structurer et porter la voix officielle du gouvernement malien. Et c'est le Premier ministre chef du gouvernement, en présence des ministres, qui lance les différentes plateformes digitales du Sigma. La direction mesure l'ampleur de sa mission. C'est pourquoi elle entend consolider les acquis et surtout innover davantage en matière de communication gouvernementale. Ibrahima Traoré, directeur du Sigma. La mission à nous confier intervient dans un contexte particulier et à un moment où notre pays traverse une crise dite multidimensionnelle. Le Mali est en guerre qui nous est imposée, en guerre diplomatique, guerre contre le terrorisme, en guerre économique, en guerre médiatique. Nous avons la ferme conviction que nous devons être capables de faire face à ce front multiforme. Nous investissons au quotidien tous les canaux de communication pour rendre audible la voix officielle du Mali. Le défi pour nous est aussi et surtout de mieux recentrer la communication du gouvernement pour une meilleure coordination, pour une meilleure visibilité de son action. La voix officielle du Mali, c'est aussi désormais www.gouvernement.mali.
Nous envisageons mener l'ensemble de nos actions en coordination avec nos structures sœurs du Burkina Faso et du Niger dans le cadre de l'AES. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est rappeler la taxinomie du chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui porte sur les différentes formes du terrorisme, à savoir le terrorisme armé, le terrorisme économique et le terrorisme médiatique. La communication, on a bien compris, est une science extrêmement complexe. Je pense que les membres du gouvernement ont pu s'en rendre compte. Le premier exploit, vous l'avez dit, c'est le logo qui permet de donner une identité visuelle grâce à ce logo. Le deuxième point, c'est amplifier la voix du gouvernement à travers la multiplication de ces plateformes digitales. Enfin, le troisième point, ça c'est l'émission Gouv Action qui permet justement de mettre en relief davantage toutes les actions que le gouvernement fait. Mais je voudrais également compter sur l'engagement de tous les membres du gouvernement pour considérer Sigma comme étant leur outil. Également de fluidifier les relations que Sigma pourrait avoir avec les chargés de communication. C'est important. Sans les chargés de communication, il n'y a pas de Sigma, et sans Sigma, bien entendu. En tout cas, l'ambition que nous avons de rayonner et d'avoir une communication gouvernementale très professionnelle, cette ambition sera difficilement réalisable. Le Centre d'information gouvernementale du Mali Sigma a été créé en novembre 2015. Il relève de la primature et est chargé de la coordination de la communication axée sur les actions gouvernementales. Au-delà de sa mission principale, son travail est d'informer le public sur les activités du gouvernement à travers les médias publics et privés nationaux et internationaux, les réseaux sociaux et tout autre moyen de communication relatif aux informations devant donner plus de visibilité à l'action gouvernementale. Le Sigma a deux organes, à savoir le Conseil d'orientation présidé par le Premier ministre et la direction. Un mot de campagne agricole pour dire que le ministre de l'Agriculture a animé hier un point de presse sur l'évolution de la campagne agricole 2025-2026. La mise en place des intrants dans les zones de production se poursuit et la situation phytosanitaire reste calme. Sur plus de 110 000 hectares infestés par les nuisibles, plus de 55 000 hectares ont été traités. Dans la zone cotonnière, 93% de surface ont été emblavées. Quant au niveau de paiement des producteurs de coton, il est estimé à 89%. Ce point de presse a été suivi par Siaka Konaté. La campagne agricole 2025-2026 évolue normalement si l'on en croit le directeur national de l'agriculture Yacouba Suleiman. Les quantités de pluies recueillies sont supérieures à celles de l'année dernière à la même période. Les surfaces emblavées sont de 21,96% pour les riz et 48,28% pour les céréales sèches. La mise en place des engrais dans les zones hors CMDT aussi entre 53 et 83% pour la zone CMDT, 68% du complexe coton, 69% du complexe céréales et 48% de l'urée sont déjà fournis aux producteurs. Sur une prévision de 672 000 hectares à emblaver dans la zone cotonnière, 629 599 hectares ont été réalisés, soit un taux de 93%. Mais la bonne nouvelle est que le paiement des cotonculteurs a atteint les 89%. Dr Koulemeke Dambélé, PDG de la CMDT. La CMDT, depuis le 29 juin, a versé le reliquat de la totalité des frais nécessaires pour le paiement des coton-graines au niveau des banques partenaires, précisément la BNDA. Le programme élaboré par la BNDA pour le paiement avec les autres banques partenaires est exécuté aujourd'hui à hauteur de 89%. Pour ce qui est de la situation phytosanitaire, elle est globalement calme. La moitié des superficies infestées ayant déjà été traitées par l'Office de protection des végétaux. Alidou Mouhoumodou, DG de l'Office de protection des végétaux. À la date du 17 juillet, 13 474 hectares qui ont été jugés infestés. 52 540 ont été traités. Parce qu'il faut le savoir, toute infestation n'est pas à traiter. Des champs de coton ont été infestés par les jacides. Des produits homologués ont été retenus par les chercheurs de l'Institut d'économie rurale pour leur traitement. Dr Khalifa Traoré, directeur général de l'Institut d'économie rurale. On est ressorti avec 2 produits qui sont homologués et qui sont efficaces contre les jacides à 60-70%. Au lieu de faire chaque 2 semaines apporter le traitement comme on le fait
de façon classique en zone CMDT, il faut rapprocher les traitements. Il faut faire chaque 7 jours, il faut faire un traitement. Les PDG de la CMDT renchérit que 3720 doses de produits antijacides sont déjà disponibles. Le président de la Confédération des cotonculteurs demande aux chercheurs de proposer aux paysans des produits qui coûtent moins cher. Le ministre de l'Agriculture, Daniel Séméon Kelema, met en garde les PDG de la CMDT contre l'utilisation du stock de produits antijacides non homologués de la campagne dernière. Il a d'autre part remercié le président de la transition et le gouvernement pour la diligence dans le paiement des cotonculteurs et la mise en place des intrants. Daniel Séméon Kelema, ministre de l'Agriculture. Le lieu pour moi de remercier les plus hautes autorités de ce pays, notamment le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État, et le Premier ministre qui n'ont ménagé aucun effort, et l'ensemble des membres du gouvernement qui se sont investis pour nous accompagner, en tout cas dans la mise en place de ces fonds-là, et toutes les banques de la place. Toutes les banques de la place, quand elles ont été convoquées, en 2-3 semaines, elles ont pu rassembler en tout cas tout le montant qui était demandé. Pour la campagne agricole 2025-2026, le Mali s'est fixé des objectifs de production de 11 696 721 tonnes de céréales et 680 000 tonnes de coton. AES, actualité. Le premier volet de l'actualité AES nous conduit à Ouagadougou, au Burkina Faso, où un colloque international se tiendra du 29 au 31 juillet prochain. Cette rencontre voulue par le Conseil constitutionnel s'inscrit dans le cadre des activités marquant les 25 ans de la haute juridiction du Burkina. L'information émane des premiers responsables du Conseil constitutionnel qui ont convié la presse pour donner les grandes lignes de cette commémoration. Là-dessus, les précisions de Issoufou Ouedraogo de Radio Burkina depuis Ouagadougou. 2 décennies de fonctionnement du Conseil constitutionnel, contribution à la construction de l'état de droit et perspective. C'est sous ce thème que se tiendra du 29 au 31 juillet prochain le colloque international du Conseil constitutionnel. Selon le président de l'institution, l'objectif est d'évaluer l'ensemble de la production jurisprudentielle du Conseil au cours de ce quart de siècle. 4 grandes activités marqueront cette commémoration. Il s'agit entre autres des conférences animées par d'éminents enseignants-chercheurs, constitutionnalistes et politistes venus du Mali, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Sénégal et du Burkina Faso, entre autres. Pour Maître Barthélemy Kéré, ces échanges permettront de comparer les juridictions présentes et leurs expériences respectives en vue de dégager des perspectives d'amélioration. En marge du colloque, des tournées régionales de sensibilisation sont prévues. Des conférences publiques seront organisées à Bobo-Dioulasso, Koudougou, Tinkodogo et Zignari. Autre temps fort de ce jubilé d'argent, une session de renforcement des capacités au profit des membres du Conseil constitutionnel et de ceux du Conseil supérieur de la magistrature. Une initiative qui contribuera à renforcer la coopération entre les 2 structures. Enfin, la publication d'un recueil de jurisprudence retraçant les principales décisions de la haute juridiction depuis ses débuts viendra couronner cette célébration. Et le second volet de l'actualité AES qui nous conduit au Niger, le pays qui s'est doté d'une politique nationale de migration, vient de procéder au lancement officiel de la vulgarisation de cet important document. C'est la région d'Agadez qui a habilité cette cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba. C'était en présence des autres membres du CNSP et du gouvernement. Les explications de Abdoul Jalid Diallo de la Voix du Sahel de Pignami. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, à la tête d'une importante délégation comprenant entre autres le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, celui de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, des membres du CNSP et de plusieurs autres personnalités pour le lancement officiel de la vulgarisation de la politique nationale de migration. Réalité humaine, multiforme et complexe, la migration touche à la dignité, à la survie, à la sécurité et au développement. Il faut par conséquent la rendre sûre et ordonnée dans une synergie d'action. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba. Au Niger, nous avons la particularité de vivre
le phénomène migratoire sous toutes ses facettes, étant tout à la fois pays de départ, pays de destination et pays de transit de migrants. Les statistiques des services de contrôle aux frontières pour l'année 2024, par exemple, illustrent clairement ce triple phénomène, à savoir tout d'abord un surplus de 37 000 nationaux nigériens enregistrés à la sortie, ensuite un solde excédentaire de plus de 80 000 étrangers enregistrés à l'entrée, confirmant ainsi notre statut de pays de destination. Enfin, le surplus de 280 000 étrangers enregistrés à la sortie pendant la même période confirme notre position de pays de transit pour les migrants. La politique nationale de migration a, à travers ses principaux axes, été présentée à l'assistance. Un mot de l'actualité hors des frontières de l'AES et direction le Togo, où l'Union pour la République, le parti au pouvoir, a obtenu 75% des sièges lors des élections municipales de jeudi dernier. C'est ce qu'indiquent les résultats provisoires proclamés lundi par la Commission électorale nationale indépendante. Les élections municipales se sont déroulées dans le calme alors que le pays est confronté depuis début juin à des manifestations meurtrières à l'appel de blogueurs et d'artistes. Ils réclament un changement de pouvoir et dénoncent la récente réforme constitutionnelle ayant consolidé le pouvoir de Faure Gnassingbé à la tête du pays depuis 20 ans. Gaza, le chef de l'ONU dénonce l'horreur et le niveau de mort et de destruction sans équivalent dans l'histoire récente. Les Nations Unies ont accusé hier l'armée israélienne d'avoir tué depuis la fin mai plus de 1000 personnes. Ces dernières tentaient d'obtenir de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Les États-Unis ont annoncé hier leur retrait de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Ils avaient déjà quitté l'organisation sous l'impulsion de Donald Trump à la fin de 2018 avant de revenir en juin 2023. Le département d'État estime que l'agence onusienne fait preuve de parti pris contre Israël et promet des causes clivantes. Le retrait américain doit prendre effet le 31 décembre 2026. Les pluies torrentielles qui frappent le Pakistan depuis le début d'une saison inhabituelle des moussons fin juin ont causé la mort de 221 personnes, dont une centaine d'enfants. C'est ce qu'a indiqué hier une agence gouvernementale. Les victimes ont péri dans l'effondrement de leur maison, emportées par des crues soudaines ou électrocutées entre le 26 juin et le 21 juillet. Le pays a encore du mal à se remettre des inondations dévastatrices de 2022. Elles avaient affecté près d'un tiers du pays et plus de 33 millions de personnes. Quelques 1700 personnes avaient alors été tuées et une bonne part des récoltes avait été perdue. La page sport dans un instant. En Europe, le marché des transferts bat son plein avec une bonne nouvelle pour le club anglais d'Arsenal, qui est bien parti pour enrôler l'un des attaquants les plus prolifiques en but lors de la saison écoulée. Sur le continent, on connaît depuis hier, au terme des demi-finales, l'affiche de la finale de la 15e édition de la CAN féminine qui se déroule au Maroc. Et c'est le Maroc, pays hôte, qui sera opposé au Nigeria, meilleure sélection féminine du continent. Au plan national, la compétition du tournoi de montée en première division était à l'honneur hier mardi dans les deux groupes. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Aridjou Matino. Football, tournoi de montée en première division, la compétition a démarré hier dans le groupe B à la faveur de la première journée. Victoire de Sony AC de Gao 3-1 devant l'ASK, Association sportive de Kaya. Le FC Malikroa de Koulikoro de son côté l'a emporté 1-0 face à l'AS Douane de Sikasso. Après une journée dans le groupe B, on retrouve en tête le Sony de Gao avec 3 points plus 2, deuxième FC Malikroa de Koulikoro 3 points plus 1, AS Douane de Sikasso et Association sportive de Kaya ont 0 points. Le groupe B, lui, était à sa 10e journée hier mardi. Le CF Balanzan de Ségou, qui était exempté lors de la première journée, était face à Elwij de Kidal, qui s'était incliné lors de son premier match. Finalement, le CF Balanzan et Elwij se quittent avec le score nul de 2 buts partout. S'agissant de la seconde rencontre du groupe A lors de cette deuxième journée, une affiche opposant les deux équipes favorites du groupe, qui avaient d'ailleurs gagné lors de leur première sortie, a tourné finalement à l'avantage des Derby Academy de Bamako qui s'impose 2-0 devant ATS de Mopti. Avec 6 points, Derby Academy de Bamako prend ainsi
une option sérieuse dans le groupe A pour s'offrir le ticket de montée en première division. En vue de la nouvelle saison, le Djoliba Athletic Club a procédé à la présentation de son effectif à ses supporters. Une cérémonie marquée également par la présentation du nouvel entraîneur des Rouges de Bamako, à savoir Boudo Mouri. Le technicien ivoirien nous parle ici de son parcours et de ses ambitions avec le Djoliba Athletic Club. Je suis M. Boudo Mouri, entraîneur diplômé de la licence ACAF depuis 2016. J'ai participé à 5 phases de Coupe CAF, notamment avec le CO Sport de San Pedro, la SOA ici à Ouazi, j'en passe. Et puis depuis 2005, j'ai fait la Ligue 1 en Côte d'Ivoire chez nous. J'ai entraîné pas mal de clubs et glané beaucoup de lauriers chez nous. Il n'y a pas eu assez de difficultés. On a pris le temps de bien analyser. Et puis il se trouve que nos ambitions collaient aussi avec les ambitions du Djoliba. Il faut dire que le Djoliba est un grand club avec beaucoup de fanatiques. Nous avons envie de marquer d'une pierre blanche notre passage au Djoliba Athletic Club. D'autant plus que nous avons notre défenseur qui est passé ici, Kouadio Georges, qui a laissé bonne impression. Voilà, nous souhaitons aussi suivre ces traces. Permettre au club d'atteindre ces 3 objectifs qui sont le championnat, qui est aussi la Coupe nationale et puis aller de plus loin possible en Coupe CAF. Toujours football. Sur le continent, la finale de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines opposera le Nigeria au pays hôte, le Maroc. Hier, en demi-finale, les Super Falcons du Nigeria ont battu les Banyana d'Afrique du Sud 2-1. Et victoire du Maroc en seconde demi-finale à la séance des tirs au but 4-2, c'est là après un but partout pendant le temps réglementaire et dans les prolongations. Par ailleurs, en Europe, la seconde demi-finale de l'Euro féminin met aux prises ce soir l'Allemagne et l'Espagne. Le vainqueur affrontera en finale dimanche l'Angleterre qui a battu en première demi-finale l'Italie 2-1. Quelques nouvelles des transferts. Le feuilleton Victor Gyökeres en direction du club anglais d'Arsenal tire vers sa fin. Selon la presse anglaise, il n'y a pas de doute. Le redoutable attaquant international suédois, auteur de 54 buts la saison écoulée en 52 matchs avec son club portugais du Sporting Lisbonne, devrait signer à Arsenal dans les jours à venir. Avec l'arrivée de ce prolifique attaquant à Arsenal, les Gunners seront plus que jamais outillés la saison prochaine pour chercher le titre des champions d'Angleterre ainsi que le trophée de la Ligue des champions. Très intéressé par l'international brésilien du Real Madrid Rodrigo, Liverpool semble franchir une nouvelle étape dans ce dossier selon plusieurs médias anglais. Affaire à suivre. L'international malien Fodé Doucouré jouera cette saison la Ligue 1 française. Le latéral droit des Aigles du Mali, en provenance de Red Sahara, s'est engagé avec le Havre pour 3 saisons. Chronique de l'environnement. Autrefois perçus comme des commodités, les sachets plastiques sont aujourd'hui devenus des ennemis de l'environnement et de la santé publique. Au Mali, leur usage massif engendre une pollution visuelle, obstrue les caniveaux et nuit à la fertilité des sols. Face à cette urgence écologique, des alternatives écologiques émergent, portées par des usines locales de transformation. Mais pour que ces initiatives aient un réel impact, l'État et ses partenaires techniques et financiers doivent jouer un rôle stratégique. Sachets plastiques au Mali, l'heure des alternatives a sonné. C'est le sujet de la chronique de l'environnement. C'était une réalisation de Aguibou Koulibaly. Au Mali, les sachets plastiques s'accumulent à un rythme inquiétant. Leur présence devient une menace environnementale majeure. Ces déchets mettent plusieurs siècles à se dégrader, étouffent les animaux, appauvrissent les sols, détruisent les cultures et aggravent les inondations en obstruant les caniveaux. Face à ce fléau, des solutions locales émergent. Plusieurs structures se sont lancées dans la transformation des déchets plastiques et la fabrication de sacs biodégradables. Une réponse innovante portée le plus souvent par des jeunes entrepreneurs ou des femmes engagées. Koti Sidibé, promotrice de l'entreprise Sidibé Plastique. Prolonger la durée de vie des déchets plastiques en utilisant la méthode des 3 R, c'est-à-dire réduire, réutiliser et recycler les déchets. C'est une unité de collecte, de nettoyage et de bourrage des déchets plastiques afin de les commercialiser. Au cœur de ces ateliers de transformation, l'enthousiasme est palpable, mais derrière l'espoir se cachent aussi des contraintes techniques et financières. Calambri Hélène Argidam, présidente de l'Association pour l'environnement, l'assainissement pour une meilleure cadre de vie. En premier lieu, je peux dire que c'est le problème d'endroit approprié qui nous cause vraiment des sérieux problèmes. Parce que pour pouvoir exceller dans ce domaine, pour pouvoir persévérer et te rendre utile dans ce domaine, il faut un endroit approprié pour le faire. Et là, je suis buté à ce problème. Fatoumata Koura Diallo,
promotrice de Kéar. Tes produits sont pour les touristes. Mais je dis, pourquoi attendre les touristes? C'est à vous de valoriser nos produits artisanaux. Pour que ces initiatives aient un véritable impact, il leur faut un accompagnement fort. C'est là que l'État et les partenaires techniques et financiers doivent jouer un rôle de catalyseur. Mahamadou Diara, directeur exécutif de l'ONG Mali Forte Center. On a mis en place des mesures d'accompagnement à travers des solutions telles que les sensibilisations, mais aussi l'appui aux jeunes et aux femmes qui sont dans ces secteurs. Donc à travers des petites subventions de financement pour permettre la réalisation de leurs projets. L'accès à ces différents fonds nécessite aussi un renforcement des capacités parce que c'est des fonds qui ont des exigences et ces exigences, il faut que le secteur privé ou bien les organisations de la société civile qui veulent aller mobiliser des fonds à ce niveau doivent avoir une capacité ou bien faire recours à des consultants compétents, surtout le secteur privé qui peut faire des grands projets d'envergure dans le domaine du recyclage ou bien de la récupération ou la valorisation des déchets. Abandonner les sachets plastiques ne se fera pas du jour au lendemain, mais les alternatives existent. Avec une volonté politique affirmée, un financement intelligent et l'engagement des citoyens, les usines locales peuvent devenir les piliers d'une économie verte. Encore, faut-il que chacun réalise qu'un simple sachet plastique peut cacher un poison silencieux qui tue lentement notre terre. Voilà, à 7 heures passées de 36 minutes à Bala Masala dans la commune de Narena se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Dao. À la mise en onde, il y avait Sidi Koulibaly. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Siaka Konaté. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keïta, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'OATM.